Loi 17. Soyez imprévisible. Principe. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens. Ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Respect de la loi. Mai 1972. Le champion d'échecs Boris Spassky attendait anxieusement son rival américain Bobby Fischer à Reykjavik, en Islande. Les deux hommes devaient y disputer le championnat du monde d'échecs, mais Fischer n'étant pas arrivé à temps, il était question d'ajourner le match. Fischer chicanait sur le montant du prix, la manière dont l'argent allait être remis, la logistique de la compétition en Islande. Il semblait pouvoir se dédire à tout moment. Spassky prenait son mal en patience. Ses maîtres russes avaient l'impression que Fischer était en train de l'humilier. Il le pressait de partir, mais Spassky voulait ce match. Il savait qu'il pouvait vaincre Fischer. Ce serait la plus grande victoire de sa carrière. « Bon, j'ai l'impression qu'on s'est donné beaucoup de mal pour rien, » dit Spassky à un camarade. « Mais qu'est-ce qu'on y peut? La balle est dans le camp de Bobby. S'il vient, on joue. S'il ne vient pas, on ne joue pas. L'homme qui veut se suicider a l'initiative de son geste. » L'Américain arriva finalement à Reykjavik, mais les palabres et menaces d'annulation se prolongèrent. Il n'aimait pas la salle où ils allaient jouer, il critiquait l'éclairage, il se plaignait du bruit des caméras, il détestait jusqu'aux chaises sur lesquelles Spassky et lui devaient s'asseoir. L'Union soviétique montra les dents et menaça de retirer son champion. La menace fit son effet. Après des semaines d'attente et de négociations aussi interminables que véhémentes, Fischer accepta de jouer. Tout le monde fut soulagé, mais nul autant que Spassky. Toutefois, dès le premier jour du tournoi, Fischer arriva très en retard. Et le jour où devait avoir lieu le match du siècle, il était de nouveau en retard. Cette fois, cependant, les conséquences pouvaient être désastreuses. Au-delà d'un certain délai de tolérance, il serait déclaré forfait pour la première partie. Tout le monde s'interrogeait. Jouait-il une guerre d'usure? Ou redoutait-il d'affronter Boris Spassky? Les grands maîtres présents, dont Spassky, considéraient que le jeune garçon de Brooklyn avait la frousse. À 5h09, Fischer fit son apparition, 1 minute avant le délai de forfaiture. La première partie d'un tournoi d'échecs est cruciale car elle donne le ton des mois à venir. C'est en principe un combat lent et méthodique. Les deux joueurs essayent leurs armes et tentent de percer à jour leur stratégie réciproque. Cette partie-là fut différente. Très tôt, Fischer joua un coup tout à fait inattendu, probablement le pire de sa carrière. Et quand Spassky l'accula, il sembla prêt d'abandonner. Pourtant, Spassky savait que Fischer n'abandonnait jamais. Même à l'approche d'un échec et mat, il se battait jusqu'au bout, épuisant son adversaire. Cette fois, cependant, il semblait résigné. Puis, soudain, il tenta un coup astucieux qui mit la salle en ébullition. Spassky en fut perturbé, mais se reprit et réussit à gagner. Personne ne comprenait la stratégie de Fischer. Avait-il fait exprès de perdre? Avait-il paniqué? Était-il déstabilisé? Ou fou? Après sa défaite initiale, Fischer se plaignit encore plus bruyamment de la salle, des caméras et de tout le reste. Pour la deuxième partie, il se permit d'arriver avec un retard insensé. Cette fois, les organisateurs tranchèrent dans le vif. Il fut déclaré forfait. Il avait ainsi 2 parties de retard. Une situation dans laquelle personne n'a jamais gagné un tournoi d'échecs. Aucun doute, Fischer délirait. Pourtant, à la 3e partie, et tous ceux qui l'ont vu s'en souviennent, l'Américain avait une lueur féroce dans les yeux, un regard qui, de toute évidence, mettait Spassky mal à l'aise.
Et, bien que s'étant mis lui-même dans une situation impossible, il paraissait suprêmement confiant. Il commit ce qui ressemblait à une faute, comme lors de la première partie, mais son air effronté sema le doute dans l'esprit de Spassky. En dépit de ses soupçons, Spassky ne vit pas le piège, et en 2 temps 3 mouvements, il fut échec et mat. En fait, les méthodes peu orthodoxes de Fischer avaient profondément perturbé son adversaire. À la fin du jeu, Fischer bondit et se précipita dehors, hurlant à ses compatriotes en se frappant la paume avec le poing « Je l'ai écrasé! Je suis le plus fort !» Dans les parties suivantes, Fischer joua des coups que personne ne lui connaissait, qui n'étaient pas dans son style. Et ce fut au tour de Spassky de faire des erreurs. Après avoir perdu le 6e jeu, il fondit en larmes. Un grand maître déclara « Au point où il en est, Spassky doit se demander s'il peut retourner en Russie en toute sécurité. » Après le 8e jeu, Spassky crut comprendre ce qui se passait. Bobby Fischer l'hypnotisait. Il décida de ne plus regarder Fischer dans les yeux, mais perdit quand même. Après la 14e partie, il convoqua une conférence de presse et annonça « On a tenté de prendre le contrôle de mon esprit. » Il demandait si le jus d'orange qu'il buvait à la table d'échecs était drogué. Peut-être des gaz toxiques étaient-ils diffusés dans la salle. Finalement, Spassky accusa publiquement l'équipe de Fischer d'avoir caché dans les chaises quelque chose qui perturbait son esprit. Le KGB fut mis en alerte. Boris Spassky faisait perdre la face à l'Union soviétique. Les sièges furent passés au rayon X. On ne trouva rien d'anormal. On ne dénicha que 2 cadavres de mouches dans un éclairage. Spassky commença à se plaindre d'hallucinations. Il tenta de persévérer, mais son esprit ne suivait plus. Incapable de poursuivre, il déclara forfait le 2 septembre. Bien que relativement jeune, il ne se remit jamais de cette défaite. Interprétation. Lors de leur rencontre précédente, Fischer avait toujours perdu. Spassky avait un talent redoutable pour deviner la stratégie de son adversaire et la retourner à son avantage. Souple et patient, il échafaudait des attaques qui menaient à la victoire, non en 7 coups, mais en 70. Il battait chaque fois Fischer parce qu'il voyait beaucoup plus loin et parce que c'était un brillant psychologue qui ne perdait jamais la maîtrise de soi. Un maître a dit de lui « Il ne recherche pas simplement le meilleur coup, il recherche le coup qui perturbera son adversaire. » Fischer avait cependant fini par comprendre que c'était là une des clés du succès de Spassky. Il jouait sur sa prévisibilité et le battait sur son propre terrain. Toutes les actions de Fischer au cours de ce mémorable championnat de 1972 visèrent donc à prendre l'initiative et à déstabiliser Spassky. De toute évidence, l'interminable attente commença le travail de sape. Mais plus éprouvantes pour Spassky furent les erreurs délibérées de Fischer et son manque apparent de stratégie. En fait, Fischer fit tout ce qu'il fallait pour brouiller les pistes, fût-ce au prix de 2 défaites initiales. Spassky était connu pour son sang-froid et sa pondération, mais pour la première fois de sa vie, il ne pouvait prévoir les coups de son adversaire. Il sombra lentement. À la fin, ce fut lui que l'on prit pour un fou. Le jeu d'échecs, c'est la vie en raccourci. Pour gagner, il faut être extrêmement patient et prévoyant. Le jeu est construit sur des manœuvres dont toutes les séquences ont déjà été jouées et seront jouées encore avec d'infimes modifications à chaque match. Chaque joueur analyse les méthodes de l'autre pour essayer de prévoir ses coups. Celui qui n'offre à son adversaire rien de prévisible pour fonder sa stratégie prend un gros avantage. Aux échecs comme dans la vie, quand les gens ne peuvent prévoir ce que vous allez faire, ils sont dans un état d'appréhension, d'incertitude et de confusion. La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique « il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelquefois et jouer de caprice. » Jean de la Bruyère, 1645-1696,
les caractères. Les clés du pouvoir. Rien n'est plus terrifiant qu'un événement soudain et imprévisible. C'est pourquoi nous sommes si effrayés par des cataclysmes tels que les tremblements de terre et les tornades. Nous ne savons pas quand ils auront lieu. Quand il s'en est produit un, on attend en tremblant le suivant. À un degré moindre, c'est l'effet qu'a sur nous un comportement humain imprévisible. Le comportement des animaux est programmé une fois pour toutes, ce qui permet de les chasser. Seul l'homme a la capacité de modifier consciemment son comportement pour improviser et quitter l'ornière de la routine. La plupart des humains n'ont pas conscience de ce pouvoir. Ils préfèrent le confort de l'habitude. Ils s'abandonnent à leur nature animale et répètent inlassablement les mêmes actes. Ils agissent ainsi parce que cela ne nécessite aucun effort et parce qu'ils croient, à tort, que s'ils ne dérangent pas les autres, on les laissera tranquilles. Il faut bien comprendre qu'une personne de pouvoir se complaît à instiller une sorte de crainte chez ceux qui l'entourent en les déstabilisant délibérément pour garder l'initiative. Il est en effet parfois nécessaire de frapper sans avertissement quand l'adversaire s'y attend le moins. C'est un procédé que les puissants utilisent depuis des siècles. Philippe Marie, dernier duc Visconti de Milan au XVe siècle en Italie, faisait sciemment le contraire de ce que chacun attendait de lui. Par exemple, il témoignait soudain une grande bienveillance à un courtisan, puis, lorsque celui-ci en venait à espérer un poste plus élevé, il le traitait brusquement avec un parfait dédain. Si, décontenancé, l'homme quittait la cour, le duc le rappelait et recommençait à le traiter avec égard. Complètement égaré, le courtisan se demandait s'il n'avait pas fait preuve d'une trop grande assurance en tenant pour acquise telle ou telle promotion, et si cela avait offensé le duc. Il se comportait dès lors comme s'il n'attendait plus un tel honneur. Le duc lui reprochait son manque d'ambition et le renvoyait. Face à un Philippe Marie, il ne fallait jamais donner l'impression de savoir d'avance ce qu'il voulait, ni ce qui lui faisait plaisir. Il ne fallait surtout pas tenter de s'imposer à lui, seulement se soumettre et attendre. Dans la confusion et l'incertitude qu'il entretenait, le duc gouvernait en maître absolu, sans rival et en paix. L'imprévisibilité est surtout l'apanage du maître, mais le commun des mortels peut l'utiliser avec beaucoup d'efficacité. Si vous vous trouvez assailli ou acculé par un ennemi trop nombreux, lancez-vous dans une série d'actes saugrenus. Votre adversaire sera si décontenancé qu'il fera marche arrière, ou quelque erreur tactique. Au printemps 1862, en pleine guerre de sécession, le général confédéré Stonewall Jackson, à la tête d'une armée de 4600 hommes, harcelait les forces plus importantes de l'Union dans la vallée de Shenandoah. Pendant ce temps, non loin de là, le général George Brinton McClellan, à la tête de 90 000 soldats nordistes, quitta Washington, D.C. pour faire mouvement vers le sud et assiéger Richmond, la capitale sudiste, en Virginie. En quelques semaines de campagne, Jackson retira à plusieurs reprises ses soldats de la Shenandoah, puis les y ramena. Ces mouvements n'avaient aucun sens. Allait-il défendre Richmond? Marchait-il sur Washington, laissé sans protection par McClellan? Voulait-il envahir et ravager le Nord? Pourquoi sa petite armée tournait-elle en rond? Les mouvements inexplicables de Jackson amenèrent les généraux de l'Union à retarder leur marche sur Richmond parce qu'ils attendaient de voir la suite des événements. Pendant ce temps, le Sud envoya des renforts à Richmond. Une bataille qui aurait pu écraser l'armée confédérée tourna court. Jackson utilisa cette tactique à plusieurs reprises face à des forces numériquement supérieures. Toujours mystifier, tromper et surprendre l'ennemi si possible, disait-il. Cette tactique réussit à chaque fois et permet à une petite armée d'en détruire une grande. Cette loi ne s'applique pas seulement à la guerre, mais aussi aux situations de la vie courante. Les gens essaient toujours de discerner vos motivations derrière vos actes et d'utiliser votre prévisibilité contre vous. Lancez-vous dans une action complètement inexplicable et vous les mettrez sur la défensive. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils seront déstabilisés
et vous pourrez facilement les intimider. Pablo Picasso fit un jour la remarque suivante. Le meilleur calcul, c'est l'absence de calcul. Une fois que vous avez atteint un certain niveau de reconnaissance, les autres imaginent généralement que lorsque vous faites quelque chose, c'est pour une bonne raison. À quoi sert-il dans ces conditions de prévoir trop soigneusement ses actes? Mieux vaut agir par caprice. Pendant un certain temps, Picasso travailla avec le marchand d'art Paul Rosenberg. Au début, il lui laissa une grande latitude. Puis un jour, sans raison apparente, il déclara à Rosenberg qu'il ne lui confierait plus rien. Le calcul de Picasso était le suivant. Rosenberg va se creuser pendant 2 jours à se demander si j'ai désormais décidé de réserver mes tableaux à un autre. Je continuerai à travailler tranquillement pendant que Rosenberg se rongera. Au bout de 2 jours, à bout de nerfs, il viendra me dire « Après tout, cher ami, vous ne refuseriez pas si je vous proposais tant ?» et Picasso de citer une assez jolie somme, « pour vos œuvres, plutôt que le prix que j'avais l'habitude de vous payer, n'est-ce pas ?» L'imprévisibilité n'est pas seulement une arme d'intimidation. Bousculer vos habitudes quotidiennes fera sensation et éveillera l'intérêt. Les gens parleront de vous, supputeront sans explication, sans lien avec la vérité, mais vous resterez constamment présent à leur esprit. À la fin, plus vous apparaîtrez capricieux, plus on vous respectera. Seul le dernier des subordonnés agit de manière prévisible. Image, le cyclone. Une brusque chute du baromètre, d'inexplicables modifications de la direction et de la vitesse du vent. Imprévisibilité totale, aucune défense possible. Un cyclone sème la terreur et le chaos. Autorité. Le dirigeant éclairé est si mystérieux qu'il semble ne demeurer nulle part, et si inexplicable que personne ne peut le chercher. Il repose au-dessus de la mêlée, serein, et ses ministres tremblent en dessous. Han Feizi, philosophe chinois, IIIe siècle avant Jésus-Christ. A contrario. Parfois, la prévisibilité peut jouer en votre faveur. En berçant votre entourage dans un cadre familier, vous endormez leur vigilance. Ils agencent tout en fonction de l'idée qu'ils se font de vous. Vous pouvez utiliser cela de plus d'une façon. En premier lieu, cela crée un écran de fumée, une façade confortable derrière laquelle vous multipliez à l'aise vos roueries. En second lieu, cela vous permettra à l'occasion de faire voler le cadre en éclats. Votre adversaire sera si déséquilibré qu'il n'y aura pas même besoin de le pousser pour qu'il tombe. En 1974, Mohamed Ali et George Foreman disputèrent le championnat mondial de boxe des poids lourds. Tout le monde savait ce qui allait se passer. George Foreman essaierait de gagner par KO et Ali danserait autour de lui pour l'épuiser. C'était la façon de combattre d'Ali. Elle n'avait pas changé depuis plus de 10 ans. Foreman était favori à cause de son uppercut dévastateur. S'il attendait patiemment, Ali en tâterait tôt ou tard. Ali, en maître stratège, avait d'autres plans. Lors des conférences de presse qui précédèrent le match, il annonça qu'il allait changer de style et se lâcher à fond sur Foreman. Personne ne crut un mot de cette stratégie suicidaire, à commencer par Foreman. Comme d'habitude, Ali jouait la comédie. Juste avant le combat, l'entraîneur d'Ali détendit les cordes du ring. C'est ce que fait l'entraîneur lorsque son poulain a l'intention de frapper fort. Personne ne crut à ce stratagème. Ce devait être un coup monté. À la grande stupéfaction de chacun, Ali fit ce qu'il avait dit. Tandis que Foreman s'attendait à ce que son adversaire fuit le corps à corps, Ali alla droit sur lui et attaqua, bouleversant complètement la stratégie de son adversaire. Décontenancé, Foreman finit par s'épuiser, non en pourchassant Ali, mais en frappant comme un sourd, sous une grêle de coups. Finalement, Ali plaça un spectaculaire uppercut du droit qui terrassa Foreman. Celui-ci croyait si bien connaître d'avance la méthode de son adversaire qu'il avait été pris de court. Il s'était jeté dans le piège dont on l'avait pourtant prévenu. Un conseil, cependant.
L'imprévisibilité se retourne parfois contre vous, surtout si vous êtes en position subalterne. Il vaut parfois mieux laisser les gens croire qu'ils vous ont parfaitement cerné, plutôt que les perturber. Trop d'imprévisibilité risque d'être prise pour de l'indécision, voire pour une faille psychologique grave. Les schémas mentaux des gens sont puissants, et l'on peut semer la terreur en les bousculant. Cette arme ne doit être utilisée qu'à bon escient.